Simon Jaillet, je te laisse. À toi. Merci bien et puis bonne fin de matinée à tous. Ici c'est à la fin d'après-midi. Je suis vraiment ravi d'être avec vous et on va se parler pendant une petite demi-heure suivi d'un peu de Q&A de la notion de qu'est-ce qui fait une équipe. Une équipe. Tout d'abord et parce que j'ai été pas mal en France dans les organisations d'événements, il me semble vraiment important de remercier cette équipe qui est derrière cet événement, sa créativité pour permettre à des gens qui sont très très loin en manque des copains, comme on dit, de pouvoir se connecter et de pouvoir connecter une communauté qui partage toujours autant. Donc merci à vous les orgas. Ensuite, donc un tout petit quelques mots. Philippe a déjà un petit peu parler de moi, mais donc ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à Singapour. À la base, je suis facilitateur et coach agile. Je continue à pratiquer, bien entendu, et je manage une belle équipe de coachs agiles entre 11 et 15 coachs agiles. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, donc j'étais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pas mal engagé dans les communautés agiles dans le passé, notamment au sein d'Agile Tour Rennes. Ici à Singapour, je me suis un peu plus tourné vers les communautés un peu plus techniques. Donc ceux qui connaissent Devox, c'est la version un peu à l'étranger ou indépendante Vox Days à Singapour. Donc je me présente vraiment comme un idéaliste pragmatique, donc un agiliste, mais cependant qui aime à vraiment passer des messages, des conseils qui sont implémentables juste derrière. Donc, je vais essayer au-delà de quelques petites analyses, vous partager des petits éléments qui vous permettront, je l'espère, de pouvoir implémenter des choses dans vos environnements après cette session. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi cette session? Tout simplement parce que la notion de retenir les équipiers, l'investissement quand on recrute des équipes est quelque chose qui coûte très très cher aux organisations. Et donc, j'imagine que certains d'entre vous connaissent Isaac Getz. La motivation à aller au travail est quand même assez basse en général dans les organisations. Et l'équipe et la structure, généralement, la- avec laquelle vous évoluez le plus dans votre vie professionnelle. Et de facto, moi, j'ai rencontré beaucoup d'équipes où les équipiers n'étaient pas au sommet de leur forme, on va dire comme ça. Et donc, c'est un peu mon ambition aujourd'hui, c'est de dire, voilà, quels pourraient être des petits conseils, des petites choses qui vous permettraient de redonner ce boost à ces gens-là qui, généralement, arrivent motivés et le niveau de motivation baisse. Et je pense qu'au niveau granulaire, on pourrait permettre à ces gens-là de retrouver de la motivation et à la fin, ça permettra de créer des organisations performantes. Donc, la première chose que j'ai faite quand j'ai designé cette session, c'est que je me suis dit, voilà, quelles ont été les équipes dans ma vie qui finalement ont un peu m'ont inspiré, m'ont permis d'aller un peu au-delà de mes propres croyances. La première, c'est celle que je manage aujourd'hui, donc une équipe vraiment internationale avec des gens qui viennent à la fois d'Australie, d'Inde, on a des gens du Brésil, de France, il y a quelques Français. Je pense aussi à un Américain et donc c'est très très divers en termes de nationalité, très divers aussi en termes d'équilibre homme-femme, en termes de religion, en termes de passif, de voyage, d'expérience. Et donc c'est une équipe qui vraiment m'inspire et me pousse moi en tant que leader à essayer de réinventer la manière dont on collabore. J'en reparlerai, je vous partagerai un petit peu la manière dont on travaille aujourd'hui, la manière dont on a évolué aussi avec cette phase malheureuse de Covid, mais qui pousse à l'innovation. Une deuxième équipe, c'est cette équipe d'organisation, comme il peut y avoir derrière Agile Toulouse, de gens qui, sur leur temps personnel, vont mettre énormément d'énergie pour pouvoir finalement euh, livrer un événement qui va apporter de la valeur aux gens, finalement avec un investissement minime, si vous regardez bien le coût de ce genre d'événement, et une richesse et une diversité qui dépasse généralement les frontières. Ma présence aujourd'hui le démontre. Et donc des gens vraiment d'une énergie folle qui se réinventent un métier de communicant, d'administratif, de, de, de visionnaire. Et donc si vous avez jamais été dans des équipes comme ça, je vous invite vraiment à vous engager auprès des communautés. Maintenant, dans le passé, j'ai aussi été dans des sociétés qui s'appelaient Alten à l'époque, qui est toujours d'ailleurs, et j'ai participé sur un gros projet où là, cette fois-ci, on a fait venir des gens d'une culture vraiment différente, c'est-à-dire des Indiens d'Inde,
qui sont venus parce qu'on n'avait pas la compétence en France. C'était à Rennes. Et on a travaillé ensemble. Donc, vous aviez des Libanais, un Américain et un certain nombre d'Indiens. Et on a réussi ensemble, au fur et à mesure, à partager nos cultures et à faire de notre projet à l'époque un des plus beaux projets de Alten Ouest. Donc encore une fois, c'est pas la différence les cultures apportent de la richesse encore une fois et permettent de dépasser un certain nombre de blocages au niveau cadre professionnel. Maintenant, j'ai aussi dans ma vie personnelle en France, et ça c'est un gros manque ici à Singapour, j'ai fait partie d'une troupe d'improvisation théâtrale et l'improvisation théâtrale est un extrêmement bon espace pour se rendre compte de la notion de confiance et de créativité. Vous avez 3 minutes, les thèmes émergent, il va falloir y aller, vous vous reposez sur votre équipe pour rentrer sur scène et faire sortir le meilleur de vous-même. C'est extrêmement riche en termes d'expérience et vous y revenez comme par addiction. Et c'est un vrai manque aujourd'hui. Maintenant, Agile Touraine, j'en ai parlé, je vais pas faire mon feu, mais ces événements sont compliqués à organiser. Et finalement, la seule chose que je voulais remettre en avant ici, c'est cette petite bière que vous avez à la fin de l'événement, quand vous voyez les gens repartir avec un grand sourire. Vous êtes exténué, mais vous êtes ravi d'avoir donné toute cette énergie pendant un certain nombre de mois. Donc voilà, c'est aussi un grand bonjour à certains. Certains, il y en a un notamment qui parlera demain. Je pense bien fort à lui et il se reconnaîtra. Maintenant, j'ai fait partie, puisque on est dans des espaces un peu plus distanciels, on va dire. J'ai fait partie de l'organisation d'un événement qui s'appelle Play 14, The Big One, c'est-à-dire un grand événement open space de jeux en ligne. Enfin, à la base, c'est un physique, en présentiel, de jeux sérieux, de collaboration. Et là, on a organisé quelque chose qui démarrait par l'Australie, qui passait par Singapour, qui évoluait un petit peu en Inde, puis en Europe, puis aux US, et donc qui durait pendant 24 heures, et donc avec une équipe complètement distribué, des gens que j'ai jamais rencontrés, avec lesquels on a construit pendant 2, 3 mois, avec un leader, Pierre Nice, que certains peut-être connaissent. On a pu construire un événement incroyable avec une diversité encore extraordinaire. Alors, finalement, je me suis dit, quelles sont les caractéristiques communes de toutes ces équipes? Et j'ai réussi à retirer une dizaine je dirais de guidelines ou de directions. Certaines sont relativement évidentes, certaines autres, on en parle beaucoup, mais on y travaille peu, en tout cas dessus. Je vais passer un petit peu dans ces différents éléments et ensuite je vais vous proposer un petit peu des petites pratiques, des choses qu'on a mis en place qui pourraient peut-être vous inspirer pour vos propres environnements. Le premier, c'est la vision commune. Alors en Agile, on parle tout le temps de la vision, la vision, la vision. Moi, je pense que la manière dont je résume l'importance de la vision, c'est pas forcément qu'elle soit euh, traduite par des tâches, etc. Elle doit être extrêmement émotionnelle. Il faut savoir aller tous dans la même direction. Il faut savoir accepter qu'elle va évoluer. Mais en tout cas, il faut savoir s'en parler. C'est pas parce qu'on travaille sur un produit qu'on a une vision commune. C'est pas parce qu'on a un artefact, on se parle de choses communes qu'on a une vision commune. Donc c'est vraiment important de prendre le temps. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Simon Sinek et son Start with Why. Il en a beaucoup parlé. Moi, j'aime beaucoup la métaphore de Kennedy parce que si vous vous rappelez qu'on est en 1962, je crois, quand il fait ce discours, et que finalement on a pu aller sur la Lune que quelques années plus tard, on est vraiment sur quelque chose qui inspire et qui donne envie de se joindre à ce projet-là. La vision, premier élément des équipes que j'ai pu avoir, une vision commune, claire et comprise par tout le monde. La deuxième chose, c'est la taille. Les équipes avec lesquelles j'ai travaillé avaient toujours la bonne taille. C'est-à-dire qu'on abordait la notion de taille et de structure, j'en parlerai un petit peu après. Certains d'entre vous doivent connaître Dunbar. Dunbar, sociologue, a expliqué l'impact de la taille des groupes sur la capacité d'un groupe à communiquer. C'est pour ça que Bezos parle de pizza team, ça vient de là. C'est pour ça qu'on explique une équipe agile et c'est autour de 9 personnes, on va dire. En tout cas, on sait que la taille a un énorme impact sur la capacité d'un groupe d'hommes et de femmes de pouvoir communiquer ensemble. Plus vous augmentez cette taille, plus le nombre d'interactions possibles est grand. Et donc,
de facto, plus on a de risques de gens ne s'expriment pas ou tout simplement que l'information se brouille sur le chemin. Donc, se poser la question, est-ce qu'on a la bonne taille? De la même manière, une équipe trop petite aussi a ses propres défauts. Je pourrais en parler une autre fois. En tout cas, la taille est extrêmement importante avec ces chiffres de Dunbar qui vous permettent en général d'avoir un petit aiguillage sur quelle est la bonne taille. Maintenant, structure et gouvernance, pour moi, sont vraiment. Alors, il y a des gens, si vous avez envie de regarder des vidéos, il faut regarder du côté de Leading Agile. Alors, c'est en anglais, mais c'est extrêmement bien expliqué. On parle de wrapper, enfin, qu'est-ce qui permet à une équipe de pouvoir avancer et de grandir, ou un projet ou une organisation de pouvoir évoluer. Il parle de 3 éléments et la structure et la gouvernance en font partie. C'est-à-dire que si votre structure et votre gouvernance ne sont pas claires au sein de votre équipe, ça aura un énorme impact sur la capacité de cette équipe à collaborer. Dans les écosystèmes agiles, on parle beaucoup de self-organized team. Encore une fois, la notion de management a un jugement un peu négatif. Pour autant, comme c'est dit ici, self-organization is not self-management. Au final, qu'est-ce que l'équipe va décider de faire si on est sur des environnements plus sociocratiques ou genre d'environnement, si ça vous intéresse? Ce qui est important pour un membre d'une équipe, c'est de savoir et d'être clair sur la manière dont on va travailler ensemble et de savoir quels sont les rôles des uns et des autres. Savoir s'appuyer dans la keynote, on parlait du pilier droit, savoir quel va être son rôle, savoir le valoriser, les différents rôles dans l'équipe. La maturité, alors ça c'est quelque chose qui est super important, et surtout si vous êtes amené à gérer des équipes d'équipes. Et moi là je pointerai un petit peu du doigt la notion de human resource, ou de ressources humaines. Je suis vraiment un petit peu pointilleux là-dessus. On parle de ressources en bougeant d'un certain nombre de membres d'équipe et en les faisant sortir, rentrer, etc. On a un impact sur l'équipe. Je pense que c'est extrêmement important de se dire pour atteindre des équipes de haute performance, il faut leur laisser le temps. Alors après, Tuckman parle des différentes phases. Pour atteindre le performing, ça ne va pas se faire en quelques jours. Et on en parlera un tout petit peu après. Dès que vous ajoutez ou vous retirez quelqu'un, c'est une nouvelle équipe. Donc vous pouvez très bien repartir en phase forming. C'est extrêmement important et dans Large Scale Scrum, si vous êtes intéressé par ça, ils misent énormément sur ce qu'ils appellent des long live teams, c'est des équipes qui durent longtemps et pas des équipes qui qui changent en permanence d'état. Donc les équipes avec lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles j'ai été heureux et sur lesquelles je me suis donné et qui ont été très performantes ont en général été des équipes relativement stables. Les compétences. Alors là, c'est juste qu'il faut se dire que si on monte une équipe et qu'on n'a pas les bonnes compétences, à un moment donné, on va avoir un problème. Et que c'est généralement, on se dit qu'on va mettre des gens experts avec des gens plus juniors et ça va bien se passer. Il faut en tout cas avoir une conversation autour de la notion de compétence et de la manière dont on va faire grandir les gens. L'équipe, j'en parlais, l'équipe Alten à Rennes, il y avait des gens qui venaient avec un background télécom. Moi, je venais à l'époque avec un background de scripting. On a réussi, via des techniques de pair programming, à vraiment grandir là-dessus. C'était un vrai sujet en permanence sur comment on grandit ensemble. Il y a beaucoup d'équipes où on se dit ça va se faire tout seul. Malheureusement, dans ces cas-là, c'est une dette. Et comme chacun le sait, une dette, ça se paye à un moment. Par des départs ou par des renforcements de dernière minute, par de l'expertise extérieure. Ça a un coût en tout cas. Donc c'est vraiment très très important de mettre le sujet de comment on grandit chacun des membres de l'équipe avec son passif, ses forces et puis ses axes d'amélioration. La diversité. Alors moi je le vois particulièrement à Singapour. Singapour c'est un melting pot, c'est des gens un peu de partout. J'ai des amis américains, j'ai des amis singapouriens bien sûr, j'ai des amis indiens. On commence à avoir vraiment après 3 ans des connaissances assez diverses et on s'aperçoit que cette diversité elle nous enrichit au jour le jour. Et ben c'est pareil dans une équipe. Si vous recrutez tous les mêmes personnes, à un moment donné il va y avoir des problèmes. Je regardais une vidéo encore hier d'une personne, si vous connaissez l'event storming, qui présentait le domaine driven design.
et qui parlait de la rencontre d'architectes qui finalement sont tous quasiment sûrs d'être alignés à 99%, mais il y a le 1% qui fait la différence où ils n'aiment pas les autres. C'est-à-dire que les débats d'experts, finalement, à un moment donné, ça peut poser problème. Donc la diversité, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ce qui est extrêmement riche dans la diversité, c'est que ça développe de la curiosité et ça continue à enrichir les apprentissages. Maintenant, un sujet qui m'est vraiment très très cher, et un certain nombre d'entre vous, je le suppose, c'est la notion de leadership et culture, et je dirais vraiment, le sujet c'est la culture, mais les leaders sont ceux qui shapent la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, vous avez des équipes à l'image des leaders. C'est-à-dire que si vous avez des leaders relativement communs dans le contrôle, et ça va être très très difficile de demander à des gens en dessous d'être auto-organisés, de pouvoir faire un peu émerger les sujets durant la vie du projet. Donc c'est extrêmement important de se dire que les leaders ont un rôle extrêmement fort à jouer sur les équipes qui vont avoir. Et s'ils ne font pas leur propre introspection et n'ont pas leur propre voyage intérieur, ils vont à un moment donné avoir un impact plutôt négatif sur les équipes qui doivent opérer en dessous ou avec eux. La petite bubble qui vient le dessin qui est au-dessus, là, c'est un dessin qui vient de Michael Saota et qui dit que dans certaines organisations, il va y avoir aussi des bubbles agiles ou des bubbles de culture. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va avoir un leader qui va créer une bulle pour l'équipe et qu'il va y avoir un environnement protégé qui va permettre à l'équipe d'être créative, d'émerger. Mais attention, ça peut créer un silo aussi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. C'est extrêmement important que les leaders réfléchissent au sein d'une organisation pour se rendre compte de leur impact sur le reste de l'organisation. Capacité d'inclusion. J'ai vu beaucoup d'organisations qui ont généralement une bonne culture, mais qui ont extrêmement de mal à être inclusifs. Inclusif de nouvelles personnes qui arriveraient dans l'organisation. Émilie, je sais, je crois, va parler ou a parlé. Je suis un peu désolé, je suis en déphasage aujourd'hui. Mais la réalité, j'ai eu une discussion avec Émilie, je sais pas si elle est avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, on était à Caen ensemble sur un événement ensemble. Et puis un jour, elle est venue me voir, on parlait d'équipe et elle m'a dit, tu sais, si tu ajoutes ou si tu retires une personne d'une équipe, c'est plus la même équipe. Et donc, savoir travailler sa capacité d'inclusion, c'est accepter qu'une personne qui part, une personne qui arrive, a un impact extrême sur la culture de l'équipe et sur sa capacité à développer de la haute performance. Le dernier point, c'est les métriques. Je vois énormément d'équipes qui ne mesurent pas grand-chose. Alors en agile, on a bien sûr un certain nombre de métriques. Les équipes le font, mais le partagent pas forcément à l'extérieur, ce qui crée des problèmes de transparence. Les équipes dans lesquelles j'ai été, et je vous montrerai un petit peu après sur ce que je fais à Singapour, partagent énormément de choses en transparence. Limite à disposition maintenant avec tous les outils qu'on a et qui permettent à qui qu'à chacun, enfin tout à chacun, mon français m'échappe, de pouvoir regarder ces métriques et de pouvoir se dire voilà quelle est la santé psychologique de l'équipe via un Nico comme vous avez en haut à gauche ou un certain nombre de choses sur leur impact. On parle de plus en plus de positive impact, de genre de sujet. C'est extrêmement important de mesurer pour pouvoir avoir les bonnes conversations. Maintenant, ma question, elle est assez simple, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez expérimenter? Donc, je vais vous partager, basé sur ces 10 petits streams, un certain nombre de petites choses que l'on fait, des choses que l'on fait, des choses qui sont en cours d'expérimentation. Et comme ça, on pourra s'en parler un petit peu après et vous nous direz. Mais un petit warning de départ. 70% du succès de votre aventure, ça vient de la préparation. Si vous vous lancez là demain matin, vous dites allez, c'est parti, vous risquez malheureusement d'aller vers des échecs qui seront des apprentissages, mais des échecs tout de même. En anglais, on a If you fail to prepare, you are preparing to fail. J'aime beaucoup cette phrase-là, mais ça va dans la même veine et c'est extrêmement important pour vous de préparer votre cheminement. Maintenant, nous, ce qu'on a fait donc à Singapour, c'est au niveau de mon équipe, on s'est aperçu qu'on était ensemble et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient peu adressées. Donc, on a commencé en présentiel l'année dernière et on utilise un Team Canvas qui, comme tous les Canvas, permet d'avoir des conversations
Et donc, on a commencé par se poser des questions, people et role, le purpose, les personal goals, les valeurs, enfin un certain nombre de choses qui sont importantes pour une équipe d'être claires, mais qui peuvent évoluer. Pour le purpose, ce qu'on a fait en plus, et je voulais en parler, c'est je me suis permis avec un des membres de mon équipe d'aller faire un peu un interview de mon directeur, Vincent, et on a passé du temps avec lui en lui disant bah, c'est quoi le purpose de Tafnet, de notre équipe. Donc on a passé un peu de temps avec lui, on l'a rédigé, on l'a documenté, on l'a exposé à l'équipe pour collecter des feedbacks, on l'a adapté, et on est revenu vers notre directeur pour lui présenter. Et maintenant, on est en train de la diffuser au sein de l'organisation pour clarifier quel est le purpose de cette équipe. Les canevas, comme ça, s'intègrent très bien dans des murales, Miro ou Klaxoon, et sont des espaces qu'on peut très bien faire de manière digitale, caméra ouverte, bien entendu, parce que c'est important quand on est en remote. Et c'est pour ça que là, c'est un peu particulier pour moi. Je ne sais pas si je me fais une conférence à moi tout seul, mais j'espère que vous êtes encore là. Ensuite, si vous voulez travailler sur la vision, de la même manière, il y a des ateliers type Solution Focus, une petite pensée pour Aurélien là-dessus, où on va venir utiliser des métaphores, celle de Kennedy, We choose to go to the moon, ou des elevator pitch. En tout cas, c'est très important pour l'équipe de se poser la question, c'est quoi notre vision? Et donc, si on n'utilise pas le Canva, au moins faire cet atelier-là. Ça permettra aussi, quand vous onboarderez un nouveau un membre de l'équipe, de clarifier et de pouvoir travailler en ce sens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on associe je suis désolé, il y a beaucoup d'anglicisme, mais un buddy system, ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on a un nouveau membre d'équipe qui arrive, on lui met une personne de l'équipe et qui l'accompagne pour regarder l'ensemble des artefacts que l'on a définis, les documentations qu'on a. C'est là où c'est important aussi, de par les équipes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont aussi ce qu'on appelle des équipes hybrides, c'est-à-dire qu'on constitue des équipes de manière opportuniste pour un besoin particulier, avec des équipes qui viennent de différentes parties de la structure, ce qui n'est pas notre cas à Singapour, puisqu'on est une équipe où je suis la seule interface, il n'y a pas différentes lignes de management, par exemple. Donc c'est extrêmement important de définir qui est l'équipe cœur et qui sont les gens qui sont autour. On a cette métaphore en agile de l'histoire du poulet et du cochon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un poulet et un cochon qui veulent ouvrir un restaurant de eggs and bacon. Et au bout d'un moment, finalement, le cochon dit ah, attention, poulet, moi, je vais pas pouvoir. Et le poulet lui dit mais pourquoi? Bah, toi, tu nous donnes des œufs, ok? Et moi, pour que ce restaurant il ouvre, je dois me tuer. Et donc, finalement, c'est un peu identifier, cette métaphore vous permettrait d'identifier les gens, si le projet ou ce que l'on est en train de faire va un peu dans le mur, comment finalement on va évoluer tous ensemble, alors que le poulet, lui, va donner ses œufs. C'est plus qu'il a un intérêt à voir le succès se mettre en place, mais au final, il n'est pas aussi engagé dans le succès ou l'échec du projet. C'est vraiment hyper important d'avoir ce qu'on appelle core team et stakeholder map, c'est de savoir positionner l'équipe dans sa propre structure. Un exercice extrêmement simple et très très puissant pour créer de la cohésion dans une équipe, c'est de rendre visuel toutes ces règles d'équipe qui sont tacitement partagées. Vous pouvez appeler ça un agrément d'équipe, ou vous pouvez appeler ça un contrat d'équipe ou contrat social. Enfin, ici, on appelle ça working, team ou social agreement. Différents sujets. Et c'est extrêmement important de se dire que c'est un document qui va pouvoir évoluer. Il n'est pas écrit en début d'année pour 6 ans. C'est quelque chose qui va évoluer en fonction de la manière dont on veut collaborer. C'est vraiment un super, super exercice à faire. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire en présentiel si vous avez cette chance-là. C'est quelque chose à faire parce que finalement, si vous avez des règles qui ne sont pas explicites à un moment donné, vous risquez d'avoir un certain nombre de problèmes. Allez, j'avance un petit peu. La structure et la gouvernance, si c'est quelque chose d'extrêmement important, nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est là, c'est moi qui me suis fait interviewer par un des membres de mon équipe. Et j'ai 2 leads, donc on a décidé de faire ce système-là parce qu'à un moment donné, la taille d'équipe était vraiment trop grosse et ça devenait un petit peu dur. Et moi, j'avais envie de pouvoir continuer à coacher, donc on voulait avoir une structure et une gouvernance qui permettent ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc très très simple. C'est finalement, si vous avez vu le film Turn the Ship Around de David Marquet, c'est finalement voir comment je pouvais ne plus être le goulet d'étranglement sur les prises de décision.
Ce qu'on a fait, c'est je me suis fait interviewer, on a commencé à regarder finalement quelles étaient mes activités officielles, quelles étaient les activités dont je ne parlais pas. Et après, on a essayé de travailler avec l'équipe pour voir comment on pouvait vraiment laisser les prises de décision au plus proche de l'équipe. La deuxième chose, et c'est vraiment quelque chose, si vous avez lu un livre comme Reinventing the Organization, il en parle un petit peu, là c'est Michael Saota, le dessin sur la droite, on pratique de plus en plus ce qu'on appelle l'advice process, c'est se dire qu'on prend la décision en prenant en compte un certain nombre de champs, enfin la prise de décision est prise au regard d'un certain nombre de gens qui font des recommandations. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à les regarder et qui permet vraiment encore une fois, de donner un peu plus de délégation aux membres de l'équipe et donc de les engager encore au plus près des décisions. Les cérémonies d'équipe, pareil, c'est important de les documenter, de savoir ce qu'on fait. Nous, à Singapour, ce qu'on fait, c'est beaucoup de choses ont émergé suite à la mise en place, suite à la phase de Covid et de la mise en place du travail à distance. On a un check-in le matin et le lundi matin et qui a pour seul objectif de donner un peu la météo après le week-end. Comment ça va? C'est très informel. On parle pas trop de nos engagements de coaching. On a un stand-up tous les jours à 17h45. Et puis, je me suis aperçu qu'à un moment donné, j'avais beaucoup d'informations, de prise de décision de l'organisation à partager avec l'équipe. Donc, on a créé un meeting ad hoc qui a lieu le mardi aussi, sur lequel on investit 30 minutes, où là, c'est vraiment la redescente d'informations, ou quand il y a un sujet propre de prise de décision et d'update. Derrière, on a une réunion d'équipe où on prend une après-midi en remote. Là, j'en sors. C'est pour ça que j'ai un petit peu loupé une partie de la keynote et j'en suis bien désolé. Mais on est toute l'après-midi, le jeudi après-midi, ensemble. Et on a un open agenda, c'est-à-dire que les gens proposent des sujets, soit de monter en compétences, soit on a notre rétrospective qui fait partie de ça et qui arrive sur des cadences mensuelles. Une fois par an, on va avoir un off-site. Là, on va l'organiser en remote et on va utiliser les compétences de l'équipe, c'est-à-dire que l'émergence de l'agenda de la journée va se faire par l'équipe et pour l'équipe. Avec un certain nombre d'invités, on invite des invités extérieurs qui viennent parler à l'équipe. L'année dernière, on a eu un coach personnel qui est venu et qui nous a fait une réflexion sur ce qu'on appelle le leadership embodiment. Si ça parle à certains, c'est comment découvrir son leadership par la posture physique. C'était extrêmement intéressant. Maintenant, il y a un autre axe qu'on a fait parce que la qualité des éléments entrants canalise à la qualité des éléments sortants. On a vraiment travaillé sur notre phase de recrutement. Donc déjà, typiquement, le premier interview qui se passe avec nos candidats se fait toujours en binôme, avec des binômes qui tournent tout le temps. Il n'y a jamais eu, enfin, on essaie de vraiment rarement avoir les mêmes binômes. Et donc ça c'est très important. La deuxième chose, on demande à chacun des gens qui interviewent la question suivante, c'est l'indicateur aéroport. C'est-à-dire qu'on ne vient pas juger finalement la compétence, enfin, c'est un autre sujet. Là, on vient demander vraiment à la fin, les gens qui ont interviewé, si vous aviez eu 2 heures de plus, vous auriez été bloqué dans un aéroport. Bon, ça n'arrive pas trop en ce moment, mais la réalité, c'est que ça pourrait arriver. Est-ce que vous auriez continué la conversation? Si cet indicateur est au rouge, on arrête tout de suite. Et c'est extrêmement important. On veut qu'il y ait une curiosité vers la personne qu'on a rencontrée. Le troisième point, c'est le oui généralisé, qui est basé sur une expérience qui a été un petit peu ratée l'année dernière, où moi, en tant que manager, à un moment donné, j'ai poussé pour le recrutement pour des enjeux opérationnels d'une personne, alors que j'avais eu un warning d'un des membres de mon équipe sur la personne, et ce qui a amené une situation un peu compliquée à gérer, et sur laquelle j'ai eu beaucoup d'apprentissage en tant que manager, mais qui a amené le départ de cette personne de l'équipe. Et donc maintenant, on a instauré, il faut que ce soit un oui généralisé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans le process de recrutement expriment un oui marqué. S'il y a un oui mais, ça amène généralement un arrêt du process de recrutement. Le dernier point, et c'est important, c'est on priorise nos valeurs d'organisation à la compétence. Si on a des gens qui vraiment résonnent avec nos valeurs, alors on avance plus rapidement. Bien sûr, si la personne, comme je l'ai dit un peu plus tôt, n'a pas les compétences de base, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais la réalité, c'est qu'entre deux candidats, on regarde vraiment ce fit culturel, comme on dit. Le dernier point, et ça c'est plutôt quelque chose que j'ai fait ce matin, une question que je vous invite
à poser, c'est vraiment la question de pourquoi je ne te pourquoi je ne te recruterai pas, et qui est une question très bizarre pour une personne, mais qui amène vraiment des très belles discussions en général, et qui, moi, je trouve, en tout cas, nous ont permis de recruter des très belles personnes ces dernières années. Je vous en parlais tout à l'heure, la transparence au niveau métrique. Nous, on a une transparence financière au niveau de l'organisation et au niveau de l'équipe. C'est-à-dire qu'on trace vraiment l'ensemble de nos métriques, et ils sont partagés au sein même de l'équipe et partagés avec le reste de l'organisation, le reste de l'organisation partageant aussi les résultats financiers. Donc, ça fait des boucles de transparence relativement positives. Quand ça va pas, au moins on le sait et on peut s'en parler. Et ça permet de s'améliorer au travers de nos rétrospectives. Un sujet qui est pas évident, mais qui me semble extrêmement important, c'est surtout dans cette période de Covid et de rapport distanciel, c'est travailler sur la vulnérabilité. Encore une fois, c'est pour aborder la notion d'environnement safe, de psychological safety, si vous aimez ces sujets-là. La vulnérabilité est un sujet très important à aborder en équipe. Pour autant, il est très dangereux aussi. Alors là, c'est une petite pratique que j'aime beaucoup et qu'on a fait en équipe, qui est la pratique du masque, qui vient d'un monsieur qui s'appelle Dr Philippe Méry, et qui est de dire qu'on porte tous un masque professionnel. Et donc, vous découpez un masque comme ça, vous le mettez devant et vous vous présentez, voilà comment je suis dans ma vie professionnelle, comment vous voyez. Et si je lève ce masque, ce qui est derrière ce masque, c'est cela. C'est extrêmement puissant, et quand je vous parle, j'ai des petits frissons. C'est vraiment très puissant. Ça amène aussi des phases émotionnelles un peu fortes. Donc, c'est pas forcément les exercices à engager immédiatement avec une équipe, mais une équipe qui arrive à aborder ce genre de sujet arrive sur des niveaux de maturité assez intéressants. Savoir célébrer, être un peu foufou, me semble quelque chose d'extrêmement important. Alors, sur la gauche, vous avez la Celebration Grid de Jürgen Appelo, qui est un outil extrêmement intéressant pour aborder cette notion-là. Sur la droite, vous avez mon équipe qui découvre les nouvelles features de Zoom, si vous avez pu les essayer, et sur lequel on a vraiment des espaces où l'objectif, c'était de partager le succès d'un des engagements qui vient de se conclure. Et donc, c'est des moments sympas, et il faut vraiment les documenter, prenez des photos. Je me rappelle d'un accompagnement en France à l'époque où je disais faites du journaling sur ce qui se passe, les moments de vie d'équipe. Et cela, vous pouvez le faire à distance, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a une chose qui est à valoriser. Mon équipe grandit, vit, à des moments, c'est pas toujours rose, hein, faut être honnête, mais il y a aussi des très bons moments. Il y a aussi une organisation autour qui fait énormément de belles choses. Alors, nous, dans notre travail à la maison, on travaille beaucoup à la maison, un peu comme vous, je pense, pas mal pour vous. L'organisation investit sur notre environnement de travail. On a eu le droit d'acheter je dirais des écrans, des sièges adéquats pour pouvoir travailler, des bureaux, genre de choses. Il y a énormément d'activités qui sont organisées. Là, vous voyez une ancienne collègue, Fleur, qui vient nous faire des cours de yoga, des dégustations de vin à distance. Et même, on a eu pendant un petit moment, et ça marche toujours un peu, mais c'est toutes les 2 semaines, l'organisation envoyait des petits cadeaux. Alors là, c'est un des cadeaux qui m'a le plus plu, parce que j'ai aussi mon petit travail au niveau, je vais dire, sport et régime à faire. Et donc, ils nous ont envoyé un petit carton avec des surprises à l'intérieur. Là, c'était des légumes. Il y a aussi des petites sucreries, des choses comme ça. Mais c'était la surprise, l'ensemble de l'organisation, et on est quand même 150. On a reçu ça. Et puis, on a créé aussi des espaces de conversation qui permettent à des gens, le Covid ayant vraiment créé des espaces aussi de complexité pure humaine. On a pu avoir ces espaces de conversation avec ce qu'on appelle des coaching circles, des phases où les gens peuvent venir et exposer un peu leur situation sur des formats plus resserrés. Donc, c'était important pour moi aussi de valoriser l'organisation dans ce cadre-là. La conclusion pour vous, maintenant, on arrive à la fin et on va pouvoir un peu discuter s'il y en a qui veulent monter sur scène. Très simplement, vous devez connaître potentiellement l'image des personnes qui ont un espèce de petit chariot avec des roues carrées, et il y a une personne avec une roue ronde et qui dit ça vous dit, et puis elle dit non, non, on n'en a pas le temps. Moi, ce que je pense, c'est que dans toutes les organisations, il y a des gens incroyables. Donc les roues, vous les avez déjà dans l'intérieur de la machine. Donc il faut vraiment prendre le temps d'investir sur vos équipes. Et investir, c'est pas forcément de l'argent. Alors le temps, c'est de l'argent, vous me direz bien. Mais là, on a des retours sur investissement. Donc c'est important de lever le pied,
de discuter, de potentiellement identifier les gens qui vont pouvoir supporter ces changements-là. Pas forcément parler à tout le monde, on parle vraiment identifier au plus vite vos early adopteurs et pas trop vos détracteurs. C'est extrêmement important, mais la richesse, elle est déjà dans toutes les organisations. La deuxième chose, et là c'est plus pour reconnecter, c'est savoir parler un peu. Là, je vous ai exposé 10 axes. Je vous partagerai bien entendu les supports. Mais pour moi, il y a vraiment trois choses. Il y a moi, en tant que membre de l'équipe, il y a mon équipe et il y a mon environnement. Sur l'environnement, par exemple, c'est quelque chose d'important à partager pour vous. Et j'en ai pas parlé, je crois. Il y a une chose qui me fait souvent rire, c'est on n'a jamais vu un fermier crier sur un pied de tomate pour pousser plus vite. Donc le leader, le membre de l'équipe, il va plus travailler sur la terre, sur l'eau, sur la relation au soleil, donc sur l'environnement, pour permettre à ce pied de tomate de devenir beau et fort. Donc l'environnement est très important. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez des problèmes sur votre équipe, si vous avez des problèmes sur votre environnement, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à réfléchir sur vous. Et c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui me trie, qu'est-ce qui me pose problème. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, le nom de mon équipe, c'est SWICY, 3C, pour Culture, Change and Consciousness. Donc nous, on a vraiment le sentiment que on changera le monde si les gens sont plus conscients, s'ils arrivent à vraiment se rendre compte un peu plus des choses, ce qui va nous permettre de pouler du change, c'est-à-dire que si les gens sont plus conscients, ils vont investir un peu plus dans leur propre écosystème. Et à la fin, on impactera la culture, qui est le vrai sujet, qui permet d'avoir des équipes incroyablement performantes. Avec tout ça, je vais vous souhaiter de prendre vraiment bien soin de vous, parce que c'est finalement le gros message aussi qu'on a dans la situation actuelle. J'ai été vraiment ravi de vous parler aujourd'hui. Je vais rester autour, là, je pense qu'il nous reste 5 minutes. J'ai été un peu plus long que prévu, mais pour parler et répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous partagerai bien entendu les slides et j'espère que cette conférence vous aura apporté de la valeur. C'était Simon, et puis je ne sais pas si Philippe, tu reviens ou comment on passe à la notion de Q&A. Voilà, c'est bon. Ok. Ouais. Merci Simon, super. Il y a quelques questions déjà dans l'onglet Q&A justement, que tu as chat, participants et Q&A, tu peux les voir, elles sont classées par vote. Vous pouvez voter aussi, tous les gens qui sont là, hein, vous pouvez voter aussi là-dessus, poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors, quel type de réponse as-tu eu à cette dernière question? Pourquoi je ne te recruterai pas? Alors, cette question, elle est généralement marquante. Donc, je l'amène vraiment en fin d'entretien quand ça s'est bien passé. Quand ça se passe pas bien, je la pose pas. Mais j'ai déjà eu là, vous ne connaîtrez pas le nom de la personne. Ce matin, la personne a commencé à m'engager sur ses compétences. C'est une personne un peu jeune et qui, moi, me plaît beaucoup en termes de personnalité. Et je sais elle est un peu moins expérimentée. Donc, elle a commencé à partir là-dessus. Et là-dessus, je lui ai dit non, en fait, je viens pas tellement de poser une question sur tes compétences, je viens de parler de ta personnalité. Et donc là, elle a commencé à aborder sa nécessité d'avoir du temps pour digérer les sujets, d'avoir du calme pour réfléchir. Et ça m'a permis aussi de la rassurer sur ces points-là. Euh, euh, des fois, c'est un blocage. Des fois, ils savent pas très bien. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je décris. Donc, c'est un peu plus orienté description. Je fais, voilà, j'ai une personne qui s'exprime bien, qui parle bien, et je leur dis, c'est quoi le côté sombre de la Lune? C'est quoi le flip side, finalement? Et donc, ça permet d'engager. Mais encore une fois, il n'y a pas eu un type de réponse. Généralement, il y a déjà un besoin de réfléchir, ce qui est intéressant, je trouve, dans une phase dans une phase de recrutement. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question. S'il y a des gens qui veulent monter sur scène, je ne sais pas si c'est possible, Philippe, je regarde juste l'heure. Tu mets en avant la préparation. Comment sais-tu à quel moment tu es prêt en tant que leader? Est-ce que cette préparation implique l'équipe? Bien sûr, elle implique l'équipe. Ça, c'est certain. En tout cas, j'ai essayé tout seul. Généralement, ça mène pas très très loin. Et surtout, c'est toujours le même problème quand tu fais tes hypothèses, c'est que tu arrives extrêmement convaincu et ça crée énormément de frustration. Donc, ce qui est bien, c'est que si
moi, j'ai tendance à demander à l'équipe de travailler, bon, quand je peux avec eux, mais j'essaie de créer, d'éviter d'avoir toute l'équipe qui travaille sur la préparation de certains sujets. Je fais des plus petits groupes. Ça, c'est important. Maintenant, quand est-ce que je suis prêt en tant que leader? Moi, je suis quand même agile dans l'esprit, donc j'ai pas envie d'avoir une préparation de 6 mois. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important en tout cas de se poser et de pas voir l'agile comme un plug and play. Je vois quand même beaucoup de gens qui disent, allez, on y va, on a la motivation, on y va, c'est parti. J'invite quand même un peu entre la tactique et la stratégie, c'est des sujets un peu différents. Donc la tactique, on peut enchaîner assez rapidement. La stratégie, c'est des exercices de réflexion qui prennent un peu plus de temps. Typiquement, cet après-midi, on est en train de préparer, on est en octobre, c'est ça encore, on est en train de préparer notre roadmap pour 2021. Je les ai laissés avancer là pendant que je suis en train de vous parler. Ils ont dû prendre des décisions. On sait qu'on évolue à un niveau de granularité un peu haut. Mais par contre, on va les présenter à d'autres, voir s'il y a des dépendances le plus tôt possible, dès qu'on va être relativement aligné. Donc c'est toujours plus un peu dans certaines méthodes que je ne citerai pas, une espèce de vote de confiance qui à un moment donné, mais en tant que leader, je pose souvent la question à l'équipe, est-ce qu'on ne pourrait pas y aller maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas le présenter? Donc si vous avez une équipe de coach, en général, ça réfléchit très longtemps, Philippe le sait. Ouais, il me semble qu'on a travaillé ensemble à un moment. Donc ça a une tendance à être très cérébral. Donc l'intention, c'est d'aller vers pousser pour présenter au plus tôt. Quand vous avez des gens qui sont tout le temps dans une volonté pace-setter de présenter, là, il faut les inviter à un peu plus de réflexion. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'aurais fait de mon mieux. Comment commencer? Oui, Philippe, dis-moi. Ouais, on peut l'inviter sur scène si tu veux. Ah, bah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, Fred Barthes, si tu veux venir poser tes questions toi-même, je t'invite, tu peux venir si tu veux. Tu n'es pas obligé. Je mange pas normalement. Enfin, je suis un peu trop loin. Non, il est trop loin. Sinon, je. Sur scène. Ah bah Ah, super. parfait. Si on me voit. Ouais. Impeccable, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, oui, donc ma question, c'est effectivement, on est enfin, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on est en train de se restructurer en mode produit, donc basé sur l'agilité. Et j'aurais voulu avoir des conseils suite à tes expériences, de savoir comment on peut faire adhérer des gens qui ne sont pas convaincus par cette méthode-là, ou en tout cas, comment on peut essayer un petit peu de les entraîner vers ça, quoi. Alors, moi, ma réponse, elle est juste que, en fait, l'agilité, c'est pas la fin. Ok, c'est quoi la vraie ambition sur ce cheminement? Donc, il y a une personne moi, qui est vraiment qui fait office de référence chez moi maintenant. C'est une personne qui s'appelle Michael Saota. Si vous connaissez, franchement, il est vraiment très très bon. Et il a décrit un petit playbook. Et en fait, moi, un de mes moments un peu de pas eureka, pourtant j'étais dans ta situation un petit moment. Euh, il dit en fait, si t'as pas le mandat, c'est compliqué d'aller poser la bonne question. Donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher un mandat. Et donc, le mandat, il est pas fort, tu l'as pas toujours. Même si on a envie, tu n'as pas toujours le mandat d'aller voir les gens. Donc, ça, c'est vraiment Et donc, à chaque fois, tu as une question qui est si je n'ai pas ce mandat, si ensuite je vais poser le why agile et j'ai pas une réponse positive, on veut y aller, mais qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est un stop. Et donc, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui sont en mode push. C'est-à-dire, ouais, il faut y aller parce qu'on est convaincu. Et donc, en fait, on est sur notre propre agenda. On n'est pas sur les cultures de change du tout. C'est-à-dire qu'on dit, oui, c'est important pour toi. Hein. Donc, il y a vraiment, vraiment une réflexion à avoir sur toi-même. C'est-à-dire, vraiment, la question, c'est quel est mon trigger? Qu'est-ce qui, chez moi, vient me pousse à aller comme ça? Et en fait, bien souvent, c'est que, et là, voilà, plus faire design thinking, pour ceux qui aiment, c'est quoi le problème statement derrière? Et c'est pourquoi on veut utiliser ce véhicule agile. Ça, ce serait vraiment la question. Et des fois, en fait, moi, je tue l'agilité. J'en parle pas. Et je parle d'équipes high performing team. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et généralement, ça enlève un certain nombre de choses parce que comme tous les mots un peu biaisés, l'agilité maintenant a ses détracteurs. Et donc, dès qu'ils parlent pense à ça, ils pensent à l'IT et ils pensent pas à la culture produit forcément. Alors que si tu repositionnes exactement les mêmes choses, mais sans le verbatim, tu vas t'apercevoir que ce sera plus facile d'amener les gens. Et en plus, par les temps qui courent, c'est aller chercher le sentiment d'urgence. Hein. Là, je reviens sur Cotter, si vous avez steps de Cotter. Je rajouterais aussi un certain nombre
de livres et de références que j'ai pu faire pendant la présentation à la fin avec un dernier slide que je n'ai pas fait aujourd'hui. Et je le ferai pas avant de vous partager tout ça. Pour moi, c'est vraiment important d'aller chercher le sentiment d'urgence. Alors, il y en a qui, on n'est pas tous d'accord dans la communauté là-dessus. Maintenant, moi, je pense que faire bouger les grandes banques, c'est pas forcément complet. Voilà, je suis bavard, il me connaît, Philippe. Je ne sais pas si j'ai répondu, Fred, à ta question. Si, je te remercie. Ouais. Bon événement. Merci. On peut prendre encore une question. Après Alban Véron, ouais. Je vais t'inviter sur scène si tu veux bien. Tant que je te retrouve. Voilà. Alban, voilà. Mais pourquoi j'ai viré Simon? Merde. Désolé Simon, pourquoi je t'ai viré? Je fais une connerie. Ouais, je te rappelle. Voilà, Simon va revenir. Il y a un petit souci. Bonjour Alban. Voilà, désolé. J'ai eu peur. Je me suis dit, il y a plus Simon. Oui, du coup, j'avais une question par rapport au leader, parce que tu disais que l'équipe est à l'image aussi du leader. Aujourd'hui, en tant que membre d'équipe, souvent on est évalué par nos leaders. Je vois très peu de leaders qui font par exemple de l'évaluation à 360. Exact. On peut un peu leur donner l'idée d'aller vers leur introspection également. Alors c'est comme le coaching. Tu peux pas imposer à quelqu'un d'être coaché. On est d'accord là-dessus. Par contre, moi, je sais qu'à Toulouse, il y a aussi pas mal de gens qui jouent. Donc, il y a plein de moyens de les mettre dans des situations d'inconfort liées à leur propre biais. Donc, moi, je vais te donner juste, pour être court, pour Philippe aussi, je vais te donner juste un petit icebreaker que j'utilise et qui vient d'une coach roumaine qui se reconnaîtra, qui est incroyable et qui se fait à très grand nombre, mais qui permet de faire comprendre aux gens de leur propre voyage est important. C'est tu mets les gens face à face, d'accord? Imagine, bon, là, faut être plutôt en présentiel, c'est plus facile en présentiel, mais et puis c'est pas forcément parfait pour les social distancing, mais peu importe. Le jour, on s'espère qu'on pourra refaire ça bientôt. Mais toujours est-il, tu te mets face à face et tu demandes aux personnes de changer un détail sur eux. Alors moi, je vais changer mes lunettes, je vais retirer, et voilà, change un détail sur eux. Ensuite, tu dis personne m'a changé un détail sur la personne en face. Et donc, ça veut venir. Bon, voilà, et là, généralement, le son devient un peu bizarre, les gens sont un peu gênés, etc. Et après, tu poses une simple question comment c'était, d'un point de vue émotionnel, comment c'était pour vous quand vous avez changé un détail sur vous? C'était simple, je sais pas, j'ai pas bien compris pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait, quoi. C'est simple. Et à un moment là, comment c'était pour vous quand il a fallu la personne en face a changé un détail sur vous? Et là, la personne a dit, bah, alors, à part ceux qui ont l'habitude de se parler, en général, c'est plutôt un peu bizarre. C'est-à-dire, le mec rentre dans mon espace personnel, il fait quelque chose sans me demander, etc. Et donc, à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir sur l'homme n'est pas réfractaire au changement. Par contre, il peut être réfractaire à être changé. À partir de là, créer des espaces de conversation, il y a des techniques, retiens fishbowl, il y a plein de techniques qui permettent progressivement de le faire. Le dernier point, et après j'arrête, je te promets Philippe, c'est tu identifies un leader. Pas tous, ils changeront pas tous. Tu travailles qu'avec ceux qui sont en résonance au début. Et ensuite, tu les fais parler parce que quand eux vont se mettre à parler avec leur père, ça aura beaucoup plus d'impact que si toi tu le fais malheureusement. Et ça, c'est plutôt culturel. Voilà, et je m'arrête là. Mais il y a plein de moyens et laisser plutôt amener la conversation. Et si tu peux avoir un leader tout en haut qui est vraiment inspirant et qui sait pourquoi il a besoin de ça, c'est encore mieux parce que là, ça crée le mandat. Pour revenir sur la chose avant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'intention était là. Merci Alban. Peut-être encore une réponse rapide. On va peut-être pas inviter quelqu'un, ça va prendre un peu plus de temps, puis on va couper pour te préparer. Les 3 métriques incontournables pour l'équipe. C'est assez compliqué ça. C'est très très contextuel. Moi, j'aime beaucoup la notion de team mood, mais par exemple, ça m'insupporte les notions d'happiness index dans les organisations. Je trouve que ça sert à rien.
Mais par contre, savoir se dire en tant qu'équipe où on en est, ça c'est très très important. Et notamment quand à un moment donné, il y a des points de rupture dans une équipe, savoir se faire sa propre analyse des métriques de comment on se sent, c'est vraiment bien. Le deuxième, qui est vraiment important, parce que moi j'essaie de mettre énormément d'entrepreneurship, donc ça je vous laisserai identifier le métrique qui va bien, mais je mets beaucoup d'entrepreneurship au sein de mon équipe, donc on parle beaucoup de chiffre d'affaires, ce genre de choses, et de telle manière à rendre les gens un peu plus qui s'appartiennent un peu plus au sujet plutôt que de dire que ça appartient à d'autres et après de se plaindre qu'ils n'ont pas la bande passance. Par exemple, pour nous, ça nous a permis de vraiment quitter le modèle de full time. On est vraiment sur des modèles à 3-4 jours maximum de coaching par semaine. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Et la dernière chose, c'est l'impact maintenant, c'est-à-dire sur les différents projets, c'est ce qu'on appelle le positive impact. Et je vous invite à regarder du côté des B Corp, B Corporation, si ça vous intéresse, comment on a un impact social, un impact écologique sur ce qu'on fait au jour le jour. Il y a encore des questions, mais bon, peut-être s'arrêter là parce qu'on va recommencer à 12h15. N'hésitez pas, vraiment, moi je suis assez présent, comme Philippe le sait, sur Twitter, sur LinkedIn, et je suis assez réactif sur mes réponses. N'hésitez pas, via, bien entendu, Agile Toulouse, à me contacter. Je serais ravi de continuer ces conversations sur d'autres cercles. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci encore, Agile Toulouse. Il me tarde de pouvoir revenir vous visiter. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais l'envie est là. Merci Simon. Bonne journée. La journée Je reste dans le coin. Fini. Je suis en vacances. Fini. Ok, super. Ciao. À bientôt. Bye.